l'homme qui parlait aux anges. La nuit était déjà tombée sur la Provence. Le vent passait lentement entre les cyprès. La pierre gardait la chaleur du jour, mais l'air devenait froid. Dans une salle silencieuse, éclairée par des flammes tremblantes, des hommes attendaient. Pas des paysans crédules, pas des fanatiques, des hommes instruits, des médecins, des nobles, des lecteurs de philosophie, des savants. Leurs visages étaient tournés vers un seul homme, un ancien moine, un érudit, un alchimiste. Il fermait les yeux, respirait profondément. Puis il disait entendre ce que les autres ne pouvaient pas percevoir, la voix des anges. Son nom était Antoine-Joseph Pernetti, et pendant quelques années, près d'Avignon, il devint le centre d'un des épisodes les plus troublants du mysticisme européen. Mais avant le château, avant les rituels, avant les voix, il y eut un homme et une obsession. Antoine-Joseph Pernetti naît le 13 février 1716 à Roanne, dans le royaume de France. La ville est alors modeste, des rues étroites, des maisons serrées, des ateliers, le bruit des roues sur les pavés, l'odeur du bois humide. Le monde dans lequel il grandit est encore profondément religieux. Le savoir est rare, l'autorité est verticale. L'Église structure le temps, les consciences, les hiérarchies. Très tôt, le jeune Pernetti montre des dispositions inhabituelles. Mémoire solide, curiosité intense, esprit méthodique. Il aime les livres, il aime surtout ce qu'ils cachent. Car au XVIIIe siècle, lire n'est pas seulement apprendre, c'est pénétrer dans des mondes invisibles. La théologie, la cosmologie, l'histoire naturelle, la philosophie morale, les traités anciens, les langues, les symboles. Tout cela attire le jeune homme. Il entre chez les bénédictins de la congrégation de Sainte-Maure, et ce détail est important. Car les mauristes ne sont pas des religieux ordinaires. Ils sont réputés pour leur érudition, le travail critique, la philologie, l'étude des manuscrits, le sérieux intellectuel. On n'y forme pas seulement des hommes de prière, on y forme des esprits. Pernetti s'y distingue, il travaille, il annote, il lit sans relâche. Les bibliothèques deviennent son univers. L'odeur du parchemin, le froissement des pages, la poussière de reliures anciennes, la lumière oblique des fenêtres hautes, et derrière ces textes, une question commence déjà à naître. Les anciens savaient-ils quelque chose que le présent a oublié? Très vite, ils s'intéressent à autre chose, aux marges, aux auteurs ambigus, aux textes qui ne sont pas officiellement centraux, mais qui circulent. Les hermétistes, les néoplatoniciens, les traditions symboliques, l'alchimie. Aujourd'hui, le mot fait penser à des expériences de laboratoire et à la fabrication de l'or. Mais pour les hommes du XVIIIe siècle, c'est souvent bien plus profond. Une métaphysique, une discipline de transformation intérieure, une vision du monde, un langage codé. Pernetti comprend cela très tôt. Il commence à percevoir la matière comme un voile, le visible comme un signe, la nature comme un alphabet. Et ce glissement est décisif, car à partir de là, le savant ne cherche plus seulement à accumuler des connaissances, il cherche à déchiffrer une structure cachée. Il devient reconnu, publie, écrit, travaille sur l'histoire naturelle, sur l'Antiquité, sur les systèmes symboliques. En 1758, il publie les fables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au même principe. Le titre en dit déjà beaucoup. Pour Pernetti, les mythes ne sont pas des fictions naïves. Ils sont des dépôts de savoir, des messages dissimulés, des fragments de vérité. Cette idée va le poursuivre toute sa vie. Le monde ne ment pas. Le monde parle en symboles. Et certains hommes peuvent apprendre à les entendre. Puis arrive l'événement qui fracture sa trajectoire.
La France sort de la guerre de 7 ans. L'empire colonial vacille, les cartes changent, les ambitions se déplacent. Cette année-là, Pernetti embarque avec Louis-Antoine de Bougainville. Direction, l'Atlantique Sud. Il participe à l'expédition liée aux îles Malouines. Le voyage n'a rien d'une promenade savante. Les semaines en mer sont longues. Le bois craque, les cordages gémissent, l'humidité pénètre partout, le sel colle à la peau. La nuit, l'océan devient une masse noire sans contour, un espace sans repère, sans clocher, sans bibliothèque, sans mur. Pour un homme formé dans le silence monastique, l'expérience est immense, et intérieurement, quelque chose se déplace. Il observe tout, les rivages, les plantes, les reliefs, les comportements, les peuples. Mais ce qui le transforme n'est pas seulement l'exotisme, c'est la relativité. Il découvre concrètement que le monde est plus vaste que l'ordre intellectuel européen. D'autres cosmologies existent, d'autres manières de comprendre le vivant, d'autres rapports au sacré. Cette prise de conscience est capitale. Quand il revient en Europe, il n'est plus tout à fait le même homme. Le cadre bénédictin commence à devenir étroit. Le monde est devenu trop vaste, et l'esprit aussi. À partir de là, Pernetti entre dans une zone plus incertaine. Il ne rompt pas brutalement. Il glisse, lentement, silencieusement, presque naturellement. Il continue d'écrire, mais ses lectures deviennent plus radicales, plus intérieures, plus visionnaires. Il s'intéresse profondément à Emanuel Swedenborg, et ce nom est central. Swedenborg affirme avoir visité le monde spirituel, parlé avec des anges, vu les structures invisibles du ciel. Pour beaucoup, c'est extravagant. Pour Pernetti, c'est autre chose. C'est peut-être la pièce manquante. Car soudain, une hypothèse devient imaginable. Et si les anciens symboles, l'alchimie, la révélation, les correspondances n'étaient pas seulement des métaphores, et si quelqu'un pouvait réellement recevoir? Ici, son parcours devient profondément humain, car Pernetti n'est pas seulement un illuminé en devenir, c'est un homme de tension, un homme partagé. D'un côté, la discipline, la rigueur, l'analyse, l'érudition critique. De l'autre, une aspiration de plus en plus brûlante. Accéder, voir, savoir, toucher ce que les textes n'offrent qu'en fragments. Et cette contradiction est peut-être la clé. Plus un esprit est structuré, plus l'idée d'un ordre caché peut devenir irrésistible. Parce qu'elle promet l'unité. Elle relie ce qui semble dispersé. Elle donne sens à tout. Dans les années 1770, Pernetti quitte progressivement le cadre monastique. Le bénédictin s'efface. Le chercheur d'absolu apparaît. Il fréquente des milieux ésotériques, des cercles mystiques, des correspondances intellectuelles. L'Europe de la fin du XVIIIe siècle est traversée par ces réseaux. Franc-maçonnerie, illuminisme, théosophie chrétienne, magnétisme, régénération spirituelle. Le siècle des Lumières n'est pas seulement celui de la raison, c'est aussi celui de l'invisible. Et c'est précisément ce paradoxe qui est fascinant. Pendant qu'on classe, mesure et calcule, d'autres cherchent des portes. Vers 1779, Pernetti s'installe à Avignon. Et là encore, le lieu compte. Avignon n'est pas une ville anodine. Elle porte une mémoire religieuse dense. Palais, couvents, pierres anciennes, cours silencieuses, rues étroites, une ville de seuil, une ville qui semble retenir quelque chose. Le soir, les façades pâles prennent une couleur presque cendrée. Le vent soulève parfois la poussière des ruelles. Les cloches résonnent loin. Et dans cette atmosphère, Pernetti rassemble peu à peu des hommes autour de lui. Pas un mouvement public. Pas encore. D'abord un cercle. Quelques conversations. Des lectures. Des échanges.
des interprétations, puis un noyau. Ce qui frappe, c'est le profil des premiers proches, des personnes cultivées, des lecteurs, des notables, pas des marginaux sociaux. C'est capital, car cela montre que l'attraction exercée par Pernetti ne reposait pas sur la naïveté, mais sur la puissance intellectuelle de sa synthèse. Il proposait quelque chose d'immense, unir christianisme, tradition antique, hermétisme, science symbolique, révélation, une architecture totale. Et pour certains esprits de l'époque, cela devait être vertigineusement séduisant. Mais à mesure que le cercle se forme, des tensions apparaissent. Toutes les correspondances ne nous sont pas parvenues. Beaucoup ont disparu. Certaines sont fragmentaires. Mais les historiens perçoivent déjà des lignes de fracture. Qui interprète correctement les signes? Qui a autorité spirituelle? Qui comprend vraiment? Et surtout, qui est le plus proche de la révélation? Car dans tout groupe initiatique, une dynamique subtile apparaît. Le désir de proximité avec la source. L'invisible crée aussi une hiérarchie, plus mystérieuse, plus puissante, parfois plus instable. Certaines soirées deviennent longues, des heures entières de lecture, de silence, d'interprétation de passages obscurs. On confronte Swedenborg, on compare des symboles bibliques, on rapproche des visions, on relit des textes anciens. Une phrase revient, toujours. L'homme peut-il recevoir? Pas simplement croire, recevoir. Et puis un autre changement se produit. L'idée de communication cesse d'être théorique. Elle devient pratique. On ne veut plus seulement comprendre les anges, on veut leur parler. Imagine la scène, une pièce haute, des murs épais, une fenêtre étroite. Le vent fait vibrer légèrement le bois. La nuit est installée. Quelques bougies seulement. La cire fond lentement. L'air est lourd d'encens. Les visages apparaissent, puis disparaissent dans la lumière instable. Personne ne parle fort. On entend parfois un froissement de manches, le déplacement discret d'une chaise, une respiration retenue. Pernetti est là, les mains posées devant lui, le regard baissé, et autour de lui, des hommes attendent. Ils ne cherchent plus un système, ils attendent un signe. C'est là que naît le véritable basculement. Non plus l'érudition, l'expérience, non plus le commentaire, l'invocation, non plus la théorie, la présence. Mais comment cette expérience allait-elle prendre forme? Comment un cercle d'intellectuels allait-il devenir une société de révélation? Et surtout, qui fut le premier à affirmer que les anges avaient répondu? C'est près d'Avignon, dans un lieu bientôt appelé Mont-Tabor, que l'histoire bascule définitivement. Et à partir de là, le silence allait commencer à parler. Le silence avait commencé à parler. Et lorsque cela arrive, tout change. Ce qui n'était jusque-là qu'un cercle d'études devient autre chose. Une attente, une tension, une promesse. Au milieu des années 1780, autour d'Avignon, le petit groupe réuni autour d'Antoine-Joseph Pernetti cesse peu à peu d'être une simple communauté de lecture. Il se structure, il se resserre, il se choisit, et bientôt il se donne un lieu. Un lieu qui n'est pas seulement un refuge, un lieu chargé de sens. Le mont Tabor. Le nom n'est pas anodin. Dans la tradition biblique, le mont Tabor est le lieu de la transfiguration, le lieu où l'invisible devient visible, où la lumière traverse la matière, où une réalité cachée se laisse approcher. Pour Pernetti, cette référence est presque un programme. Ici, on ne vient pas débattre, on vient recevoir. À la tombée de la nuit, le château changeait d'apparence. Le jour, il paraissait simplement retiré. Un bâtiment de pierre, solide, discret, presque austère. Mais le soir, les murs semblaient absorber la lumière. Le vent passait dans les arbres. Le gravier crissait sous les pas. Les ombres s'allongeaient contre les façades.
Et lorsque les portes se refermaient, le monde extérieur disparaissait presque d'un coup. À l'intérieur, l'air devenait plus dense. La pierre gardait une fraîcheur minérale. On sentait le bois ciré, la cire chaude, l'encens, parfois un mélange de résine et de benjoin. Une odeur lourde, lente, presque enveloppante. Elle restait sur les vêtements, sur les mains, dans la mémoire. La salle principale n'était pas immense, mais elle avait quelque chose de resserré, de concentré, des murs épais, des ouvertures étroites, une grande table, quelques sièges disposés avec soin. Pas au hasard, rien n'était tout à fait neutre. Les bougies étaient placées de façon à éclairer les visages, sans dissiper entièrement l'ombre. Le centre demeurait visible, les contours, eux, restaient flottants. Et dans ce clair-obscur, les regards devenaient plus intenses. Les membres arrivaient discrètement. Pas tous ensemble, jamais. On évitait les rassemblements trop visibles. Avignon, à cette époque, était une ville de circulation intellectuelle, mais aussi de surveillance sociale. Les nouvelles couraient vite, les curiosités attiraient l'attention, et un cercle spirituel fermé, composé de notables, pouvait très vite susciter les commentaires. Les participants entraient donc par petits groupes, parfois seuls. Un médecin, un homme de loi, un noble provincial, un administrateur, des figures socialement établies. Ce détail a frappé les historiens. Le groupe ne recrutait pas dans la crédulité populaire. Il attirait des hommes formés à l'argumentation, à la lecture, à la raison. Pourquoi eux? Peut-être précisément parce qu'ils vivaient dans un monde où la raison gagnait partout, et qu'au fond d'eux demeurait une fin que la logique ne comblait pas. Les estimations évoquent environ 100 de membres au cours de la période la plus active. Ce chiffre mérite prudence. Les listes exactes n'ont pas été conservées de façon complète. Certaines circulaient en correspondance privée, d'autres ont disparu. Mais ce qui ressort, c'est la diversité sociale et intellectuelle. Le groupe n'était pas homogène, et cette diversité allait bientôt créer des tensions, car tous ne venaient pas pour la même chose. Certains cherchaient une élévation intérieure, d'autres une confirmation spirituelle, d'autres encore une expérience. Et quelques-uns probablement étaient fascinés par la proximité d'un savoir réservé. Le secret attire, mais il attire rarement pour une seule raison. Une séance commençait toujours par une préparation. Là encore, il faut être rigoureux. Nous ne possédons pas de manuel intégral décrivant chaque étape. Aucun protocole complet n'a survécu. Mais à partir des témoignages indirects, des correspondances et des pratiques illuministes de la fin du XVIIIe siècle, une structure générale apparaît. D'abord le silence, un silence prolongé, pas un simple arrêt de parole, une mise en disponibilité. On s'asseyait, on attendait, on ralentissait la respiration. Les conversations ordinaires étaient laissées à l'extérieur. Puis venaient des prières, souvent bibliques, parfois méditatives, des invocations destinées à purifier l'esprit. Le ton restait bas, mesuré, presque uniforme. L'objectif n'était pas l'exaltation, c'était l'attention. Ensuite seulement venait l'attente, la véritable attente, le moment où le groupe cherchait à percevoir la sainte parole. C'est ainsi que certains textes évoquent le cœur de l'expérience, une parole venue d'en haut, transmise, reçue. Mais comment? C'est là que le mystère commence. Dans plusieurs cercles mystiques de l'époque, la réception pouvait passer par un intermédiaire. Un membre plus réceptif, plus disposé, plus ouvert. Chez les illuminés d'Avignon, il semble que la parole n'était pas accessible de manière égale. Tout le monde n'entendait pas, tout le monde n'interprétait pas, et tout le monde n'était pas autorisé à commenter immédiatement. Cette hiérarchie implicite est capitale, car elle introduit immédiatement une tension. Qui reçoit vraiment?
Qui croit recevoir? Qui interprète après coup? Et qui décide qu'un message est authentique? Dans certaines séances, le silence pouvait durer longtemps, très longtemps. Le temps, dans ces moments-là, se déformait. Une bougie perdait lentement sa forme. La cire coulait. On entendait parfois le vent contre une fenêtre, le léger craquement du bois, une respiration plus profonde. Puis quelqu'un levait la tête. Un regard, un signe, une parole, parfois quelques phrases seulement, courtes, denses, énigmatiques. Elles étaient ensuite reprises, pesées, interprétées. Le groupe n'était pas passif, il déchiffrait. Et c'est ici que l'intelligence collective jouait un rôle immense, car une parole obscure devient puissante lorsqu'un cercle entier lui cherche un sens. Des fragments de correspondance évoquent justement cette atmosphère d'interprétation. On reliait les paroles reçues à l'écriture, aux visions de Emanuel Swedenborg, aux symboles hermétiques, à des passages de l'Ancien Testament, à des images alchimiques. Rien n'était isolé, tout devait s'inscrire dans un ordre. Et plus cet ordre semblait cohérent, plus l'expérience paraissait authentique. Voilà l'un des ressorts psychologiques les plus fascinants de cette histoire. Ce n'était pas l'abandon de la pensée, c'était son intensification. Une pensée orientée vers l'invisible. Mais très vite, des fissures apparaissent. Car dans un groupe où la parole venue d'en haut fonde l'autorité, la moindre divergence devient sensible. Certains membres veulent interpréter avec prudence, d'autres poussent plus loin. Certains restent proches du christianisme mystique, d'autres glissent vers une lecture plus visionnaire. Il y a des débats, des réserves, des tensions discrètes, pas forcément des disputes ouvertes, plutôt des déplacements d'influence, des silences plus lourds, des regards qui changent, des affinités qui se recomposent. L'histoire des sociétés initiatiques est souvent ainsi. Les conflits ne sont pas toujours bruyants. Ils deviennent souterrains et parfois plus profonds. C'est à ce moment qu'apparaît une figure capitale, le comte Tadeusz Grabianka. Son arrivée donne au cercle une nouvelle intensité. Grabianka n'est pas un simple curieux, c'est un aristocrate polonais, fortuné, cultivé, issu d'un monde où la noblesse est encore structurante, mais déjà traversée par les secousses politiques de l'Europe. Il porte en lui un mélange singulier, sensibilité religieuse, goût du mystère, besoin de destin. Les sources le montrent profondément engagé, et ce point est important. Avec lui, le groupe prend une dimension plus large, plus européenne. Les réseaux circulent, les correspondances s'étendent. L'horizon dépasse Avignon. On l'imagine pénétrant dans la salle du Mont Tabor pour la première fois. Le soir, l'air déjà froid, la pierre sombre, les visages tournés vers lui, un homme venu d'ailleurs, mais qui semble comprendre immédiatement le langage du lieu. Il écoute, observe, et très vite, il s'implique. Pourquoi? Peut-être parce que le cercle offrait exactement ce qu'un esprit inquiet pouvait chercher. Une architecture invisible de l'histoire, une promesse de sens, une conviction que les événements terrestres répondent à un ordre supérieur. À la fin du XVIIIe siècle, cette idée pouvait devenir magnétique. L'Europe entière commençait à vibrer d'instabilité, et plus l'histoire devenait incertaine, plus l'idée d'un plan caché devenait séduisante. Mais l'arrivée de Grabianka n'apaise pas le groupe, elle le transforme. Son charisme compte, sa position sociale aussi. Et cela produit inévitablement des équilibres nouveaux. Qui est au centre? Pernetti reste le guide, mais d'autres figures gagnent du poids. Les historiens soupçonnent que certaines rivalités d'interprétation ont pu naître précisément dans cette phase. Nous n'avons pas tous les noms, pas tous les échanges, mais nous percevons le mouvement. Et parfois, ce que l'histoire ne dit pas explicitement se lit dans ce qu'elle laisse inachevé. Une autre zone d'ombre demeure,
Que contenait exactement la Sainte Parole? C'est une question essentielle, et nous n'avons toujours pas de réponse complète. Plusieurs hypothèses existent. Première hypothèse, il s'agissait principalement d'enseignements moraux et spirituels. Une théologie de la purification. Deuxième hypothèse, certains messages auraient comporté des indications plus précises sur l'histoire à venir. Une lecture prophétique des événements. Troisième hypothèse, une partie du contenu était volontairement réservée à des cercles plus restreints. Des degrés internes, des niveaux d'accès. Ce dernier point revient souvent dans l'étude des sociétés initiatiques de cette période. Le savoir n'est pas distribué de manière égale. Il se mérite, ou du moins, il se hiérarchise. Une anecdote frappe particulièrement les chercheurs. Dans plusieurs cercles illuministes contemporains, il arrivait que certains participants sortent convaincus d'avoir vécu quelque chose d'immense, sans pouvoir le formuler clairement, comme si l'intensité précédait l'interprétation. Cette idée est troublante, car elle suggère que le rituel produisait peut-être d'abord un état intérieur, et que le sens venait ensuite. Le silence, la pénombre, l'attente, la concentration collective, l'autorité du groupe, tout cela pouvait transformer la perception, non pas nécessairement fabriquer une illusion, mais modifier l'expérience vécue. Et c'est peut-être là que réside une partie du secret. Vers 1786 à 1787, l'activité paraît à son sommet. Le cercle existe, il rayonne, il attire. Mais en même temps, l'atmosphère en France change. Quelque chose devient perceptible, d'abord presque imperceptiblement, puis de plus en plus nettement. Les finances du royaume se dégradent, les tensions sociales montent, les élites sentent une instabilité, les conversations politiques deviennent plus vives, dans les salons, dans les villes, dans les correspondances, même à Avignon. Même derrière les murs. Le monde extérieur commence à presser contre la porte. Imagine une séance de cette période. La nuit est calme. L'encens monte lentement. Les flammes bougent à peine. Un membre lit un passage. Le silence revient. Puis quelqu'un parle d'un trouble croissant dans le royaume. Une inquiétude, une rumeur venue de Paris, un malaise. Et soudain, la question change. Les anges parlent-ils seulement de l'âme ou parlent-ils aussi de l'histoire? À partir de là, tout devient plus dangereux. Car lorsqu'un groupe spirituel commence à interpréter les secousses politiques, il cesse d'être invisible. Le mont Tabor est alors à son point le plus fragile, le plus intense, le plus concentré, le plus exposé. Les hommes qui s'y réunissent ne le savent pas encore. Mais autour d'eux, la France approche d'une rupture gigantesque, une rupture qui va disperser les voix, briser les fidélités, faire disparaître des archives et transformer une expérience mystique en énigme historique. Dans quelques années, beaucoup se tairont, certains fuiront, d'autres seront surveillés. Et ce qui se disait la nuit entre ces murs commencera à se dissoudre dans le silence. Mais avant la dispersion, avant la chute, il y eut une dernière période d'attente. Une attente presque électrique, comme si le groupe sentait qu'un seuil approchait, sans savoir encore que ce seuil n'allait pas ouvrir le ciel. Mais l'histoire avait déjà commencé à marcher vers eux. Au début, ce n'était presque rien. Un changement d'air, une nervosité diffuse, des lettres plus prudentes, des conversations interrompues quand quelqu'un entrait. Puis, soudain, le rythme s'accélère. Le royaume bascule. À Paris, la prise de la Bastille devient le symbole d'un monde qui se fissure. Ce qui semblait immobile commence à bouger. Les hiérarchies tremblent, les fidélités se déplacent, et partout, une question gagne du terrain. Qui agit dans l'ombre? Qui parle à huis clos? Qui influence qui? Dans un tel climat, les sociétés discrètes cessent d'être invisibles.
Elles deviennent suspectes. À Avignon, l'atmosphère est encore plus particulière. La ville n'appartient pas encore pleinement au royaume de France. Elle reste liée aux États pontificaux. Cela crée un espace politique instable, de légitimité, de fidélité, de lecture du pouvoir. Et lorsque la révolution gagne en intensité, cette ambiguïté devient explosive. Les rues changent, les groupes se forment, les rumeurs circulent plus vite que les certitudes. Le soir, on parle bas. Le jour, on observe. Un mot mal placé peut suffire. Un lien suspect aussi. Dans cet environnement, le cercle du mont Tabor devient vulnérable. Pas nécessairement parce qu'il est considéré comme dangereux en lui-même, mais parce qu'il est fermé. Et en temps de crise, ce qui est fermé attire toujours les regards. Imagine une réunion à cette époque. L'air est plus lourd, les visages plus fermés. Le rituel commence comme d'habitude. La cire fond, l'encens monte. Mais personne n'est vraiment ailleurs. Le monde extérieur est entré dans la pièce. On entend au loin des voix, un passage dans la rue, un bruit de porte. Le silence n'a plus la même qualité. Avant, il ouvrait. Maintenant, il surveille. Et c'est peut-être là que la peur apparaît pour la première fois. Pas la peur métaphysique, la peur concrète, celle des noms, des listes, des dénonciations, des regards. Les archives montrent qu'à partir de cette période, les traces deviennent plus fragmentaires. Ce phénomène est très révélateur. Les correspondances se raréfient, certaines deviennent prudentes, d'autres disparaissent. Des papiers changent de main, des notes cessent brusquement. Les historiens sont très attentifs à ces silences, car dans les périodes de basculement politique, ce qu'on cesse d'écrire est parfois aussi important que ce qu'on écrit. Pourquoi cette discrétion? Plusieurs hypothèses existent. La première est simple, la prudence. La seconde est plus troublante. Des documents auraient pu être détruits volontairement pour protéger les membres ou protéger autre chose. Le groupe commence alors à se disperser, pas par décret, pas en une nuit, par glissement. Certains s'éloignent, d'autres deviennent silencieux. Quelques-uns gardent le contact. Mais l'élan collectif se fissure. Et derrière cette dispersion, une tension psychologique profonde apparaît. Car les crises politiques ont une propriété particulière. Elles testent brutalement les convictions intérieures. Que vaut une révélation quand le monde matériel menace? Que devient l'attente des anges quand l'histoire frappe à la porte? Ce moment a probablement été l'un des plus humains de toute l'affaire. Les textes ne disent pas tout, mais on devine les fractures. Certains veulent persévérer, d'autres veulent se retirer. Certains pensent qu'il faut interpréter les événements comme des signes. D'autres redoutent précisément cette dérive. Les tensions deviennent inévitables. Et il y a autre chose. Le secret change de nature. Avant, il protégeait l'initiation. Maintenant, il protège les personnes. La même pratique, mais un autre sens. Antoine-Joseph Pernetti approche alors de la fin de sa vie. Il a plus de 70 ans. L'homme n'est plus celui des années de recherche expansive. Le temps a passé. Les corps se fatiguent, les certitudes aussi, parfois. Et c'est ici qu'il faut le regarder non plus comme symbole, mais comme homme. Que ressent-il devant ce monde qui se défait? Que pense-t-il en voyant le cercle se dissoudre? Avait-il le sentiment d'avoir approché quelque chose de réel? Ou percevait-il déjà la fragilité de tout cela? Nous ne le savons pas. Et cette ignorance est importante, car elle laisse intacte sa part humaine. Il continue pourtant d'écrire, de penser, de travailler, même lorsque l'intensité collective diminue. C'est un trait constant chez lui. Pernetti n'est pas un homme de pur enthousiasme, c'est un homme de persistance intellectuelle. Même dans la retraite, même dans l'ombre, même dans le doute possible. Puis vient 1791.
Et à Avignon, la situation devient extrêmement tendue. L'intégration de la ville à la France révolutionnaire provoque des affrontements violents entre factions. Le climat devient brutalement instable. La suspicion circule. Les fidélités religieuses, politiques et sociales se recomposent dans la tension. Pour les membres du cercle, cela signifie quelque chose de très concret. Il devient de plus en plus difficile de se réunir, plus difficile d'écrire, plus difficile de maintenir des réseaux discrets. Le contexte ne détruit pas seulement la structure, il détruit la continuité. Et pour un groupe initiatique, la continuité est essentielle. Quand elle se brise, le groupe cesse d'exister comme expérience partagée. Pernety meurt en 1796. À Avignon, la date compte, parce qu'elle vient après les grandes secousses. Il meurt dans un monde profondément différent de celui où son aventure avait commencé. Le royaume n'existe plus. L'ordre ancien est tombé. Le langage public a changé. L'Europe entière entre dans une autre époque. Il n'y a pas de grande scène finale, pas de révélation ultime, pas de proclamation, seulement une disparition. Et c'est peut-être ce qui rend sa fin si étrange. L'homme qui avait voulu ouvrir une porte sur l'invisible s'éteint dans le silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une autre trajectoire continue. Et elle devient plus sombre, plus errante, plus tragique, celle de Tadeusz Grabianka. Grabianka est une figure fascinante, noble polonais, homme de fortune, homme de culture, mais aussi homme de tension intérieure. Ce qui frappe dans son parcours, c'est l'intensité croissante de son engagement. Chez lui, l'expérience du cercle ne semble pas être restée une simple curiosité intellectuelle. Elle devient orientation, mission, lecture du destin. Après la dispersion du groupe, il poursuit son chemin. Il continue à chercher, à correspondre, à circuler. Et peu à peu, sa trajectoire devient plus instable, plus exposée. L'Europe de la fin du XVIIIe siècle est traversée par des bouleversements massifs. Les monarchies s'observent, les polices surveillent, les mouvements spirituels, les réseaux transnationaux, les correspondances ésotériques attirent la méfiance. Et Grabianka, par son profil même, devient vulnérable. Aristocrate, étranger, mystique, mobile. À cette époque, c'est déjà beaucoup. Peut-être trop. Son itinéraire le conduit vers l'Est, vers Russie. Et là, les archives deviennent plus difficiles, plus fragmentaires. Mais un point est établi. Il est arrêté. Pourquoi exactement? C'est l'une des grandes zones d'ombre. Les historiens avancent plusieurs hypothèses. Première hypothèse, suspicion politique. Dans un monde obsédé par les réseaux et les influences, un aristocrate étranger lié à des cercles spirituels pouvait facilement attirer l'attention. Deuxième hypothèse, méfiance religieuse. Les mouvements mystiques non contrôlés inquiétaient. Troisième hypothèse, simple accumulation de soupçons. Ni complot précis, ni accusation claire, mais un profil devenu problématique. Et parfois, dans les régimes de surveillance, cela suffit. On imagine alors une autre scène, plus froide, plus nue, plus lointaine du mont Tabor. Une cellule, de la pierre humide, un air immobile, un bruit métallique, un homme assis, seul, loin des bougies, loin de l'encens, loin des voix. Et dans cette solitude, une question presque insupportable. Que reste-t-il d'une révélation quand il ne reste plus que le silence? Grabianka meurt en prison en 1807. Cette date clôt symboliquement une trajectoire entière, du cercle mystique provençal à l'enfermement dans l'Empire russe, de l'attente des anges à la solitude carcérale. La chute est saisissante, et c'est précisément pour cela qu'elle a marqué les historiens. Elle donne à l'affaire une profondeur tragique. Mais c'est après la disparition des hommes que le mystère grandit. Car lorsque les acteurs meurent, il reste les traces.
Et surtout, les absences. Que s'est-il réellement perdu? Question essentielle. Nous savons que des écrits ont existé, des notes, des correspondances, des interprétations, peut-être des relevés de séances. Mais combien ont disparu? Combien ont été détruits? Combien sont restés dans des fonds privés, non identifiés, mal classés ou simplement oubliés? Aucune réponse définitive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'affaire reste si troublante. Autre zone d'ombre. Y eut-il des trahisons? Le mot est fort. Il faut être prudent. Aucune preuve claire ne permet d'affirmer qu'un membre aurait dénoncé formellement le groupe. Mais l'hypothèse n'est pas absurde. Dans les périodes de crise révolutionnaire, les fidélités deviennent fragiles. La peur redistribue les comportements. Le silence protège, mais il isole aussi. Et dans l'isolement, les fractures apparaissent. Les historiens ne peuvent pas conclure. Mais la question demeure. Le groupe s'est-il dissous naturellement? Ou a-t-il été fragilisé de l'intérieur? Une autre question persiste. Le mont Tabor conservait-il quelque chose? Des papiers, des instructions, des textes réservés? Un dépôt? Cette rumeur apparaît précisément après la dispersion. Et c'est intéressant, car très souvent, lorsque les structures disparaissent, la mémoire se condense autour d'un lieu. Le lieu devient le dernier coffre, le dernier témoin, le dernier silence matériel. Imagine le château après tout cela, des pièces vides, l'air froid, la poussière qui s'installe, une chaise déplacée, une table nue. Les murs sont toujours là, mais les voix ont disparu. Et pourtant, quelque chose semble encore suspendu, comme si le lieu gardait une mémoire que les archives n'ont pas su retenir. C'est là que l'histoire bascule une seconde fois. Elle cesse d'être seulement un épisode spirituel. Elle devient une énigme historique. Et la question change. Ce n'est plus seulement « que croyaient-ils ?» C'est « qu'ont-ils laissé derrière eux ?» Car malgré la Révolution, malgré la dispersion, malgré la mort de Pernetti, malgré la prison de Grabianca, quelque chose résiste encore. Des fragments, des silences, des vides trop précis. Et c'est précisément dans ces vides que commence le dernier mystère. Celui que plus de 2 siècles n'ont toujours pas refermé. Car au mont Tabor, il reste une question. Une question que personne n'a jamais pu faire taire. Si les hommes ont disparu, où est passée la parole? La question paraît simple. Et pourtant, elle traverse plus de 2 siècles de silence. Parce que après la disparition des hommes, après les prisons, les morts, les dispersions, il reste quelque chose de plus difficile à effacer. Les traces incomplètes, les souvenirs fragmentés, les rumeurs persistantes et surtout, les lieux. Le mont Tabor existe encore dans les archives, dans les récits indirects, dans les travaux d'historiens spécialisés sur l'illuminisme chrétien du XVIIIe siècle. Mais plus le temps passe, plus le lieu semble glisser entre histoire et légende, comme si la mémoire elle-même hésitait. Imagine le château plusieurs années après la dissolution du groupe. Les pièces sont presque vides. L'humidité a commencé à marquer les murs. Les tentures ont disparu. Certaines portes restent fermées. La poussière s'installe lentement dans les angles. Le bois travaille sous les changements de saison. Le vent passe parfois dans les couloirs. Et pourtant, ceux qui connaissent l'histoire regardent encore certaines salles autrement, parce qu'ils savent ce qui s'y est joué, ou du moins, ce que des hommes ont cru y vivre. Très tôt, une rumeur apparaît. Une rumeur tenace. Le groupe aurait laissé derrière lui quelque chose. Pas forcément de l'or, pas forcément un trésor au sens classique, mais un dépôt, des manuscrits, des textes, des correspondances, des instructions, peut-être même les véritables retranscriptions des séances. Et cette hypothèse fascine immédiatement. Car si ces documents existaient encore, ils pourraient transformer complètement notre compréhension de l'affaire.
Certains parlent de caches murées, d'archives dissimulées avant la Révolution, d'écrits volontairement séparés du reste des papiers, dépôts confiés à des initiés. Là encore, prudence. Aucune découverte majeure n'a confirmé ces récits. Mais le plus troublant, c'est qu'aucune preuve n'a non plus permis de les faire disparaître définitivement. Et c'est précisément dans cet espace que naît le mythe. Un mythe alimenté par un fait très réel. Nous savons qu'une partie importante des documents du groupe a disparu. Pourquoi? C'est l'une des grandes questions. Première hypothèse, la destruction volontaire. Dans les périodes révolutionnaires, beaucoup d'archives privées furent brûlées, cachées ou dispersées pour éviter les accusations. Deuxième hypothèse, le simple chaos historique. Déménagement, décès, saisie, vente, héritage. L'histoire perd énormément de documents sans qu'il y ait de complot. Troisième hypothèse, la plus troublante. Certains écrits auraient été volontairement conservés dans des réseaux ésotériques plus restreints. Jamais publiés, jamais retrouvés. Et ici, les historiens se divisent. Certains considèrent cette idée comme une extrapolation romantique. D'autres estiment qu'elle n'est pas impossible, car les sociétés initiatiques de cette époque pratiquaient réellement la transmission sélective. Tout n'était pas écrit. Et tout ce qui était écrit n'était pas destiné à survivre publiquement. Mais les documents ne sont pas le seul mystère. Les rituels eux-mêmes restent profondément flous. Nous savons qu'il y avait en sang, prière, silence, invocation, attente. Mais après, comment le moment de réception commençait-il exactement? Qui décidait qu'un message était authentique? À quoi ressemblait une séance complète? Les descriptions précises manquent, et ce vide fascine les chercheurs depuis des décennies. Certaines théories suggèrent que le groupe pratiquait des formes avancées de méditation collective. D'autres évoquent un état proche de la transe légère. Quelques historiens rapprochent certains mécanismes de pratiques mystiques chrétiennes anciennes. Respiration lente, silence prolongé, concentration symbolique, isolement sensoriel partiel, répétition de prières. Tous ces éléments peuvent modifier profondément la perception intérieure. Mais cela suffit-il à expliquer ce que les membres décrivaient? La question reste ouverte. Une anecdote rarement évoquée intrigue particulièrement certains spécialistes. Dans plusieurs témoignages indirects liés aux milieux illuministes européens de la même époque, certains participants décrivent une sensation étrange après les séances. Pas une vision claire, pas une apparition, plutôt une impression de présence persistante, comme si quelque chose demeurait dans la pièce après la fin du rituel. Un silence inhabituel, une sensation difficile à formuler. Aujourd'hui, beaucoup y verraient un phénomène psychologique collectif. Mais pour les membres du Mont Tabor, cela pouvait être interprété tout autrement. Imagine une de leurs dernières nuits. Le château dort presque entièrement. L'air est froid. Les flammes bougent lentement. Les ombres des membres s'étendent contre les murs. La cire coule, goutte après goutte. Personne ne parle depuis plusieurs minutes. L'encens a saturé l'air. Les respirations sont lentes. Le silence devient presque physique. Puis quelqu'un relève la tête, très lentement, comme s'il venait d'entendre quelque chose. Les autres le regardent immédiatement. Et pendant quelques secondes, personne ne sait si la frontière entre le monde intérieur et extérieur existe encore vraiment. C'est précisément ici que l'affaire devient impossible à refermer complètement, parce que tout dépend d'une question fondamentale. Que vivaient-ils réellement? Les sceptiques répondent rapidement. Suggestion collective, construction symbolique, besoin spirituel, effet psychologique du groupe. Et honnêtement, ces explications ont du poids. Le cerveau humain est profondément influençable par le contexte. Le rituel, le silence, l'autorité, l'attente,
l'émotion collective. Tout cela peut produire des expériences extrêmement puissantes. Mais il existe un détail troublant. Les membres du cercle n'étaient pas des ignorants. Beaucoup étaient éduqués, cultivés, formés à la réflexion critique. Alors pourquoi restaient-ils convaincus? Pourquoi revenir encore et encore dans cette salle? Pourquoi risquer leur réputation pour des expériences impossibles à prouver? Peut-être parce qu'au fond, ils ne cherchaient pas des preuves. Ils cherchaient une présence, une certitude intime, quelque chose que la philosophie seule ne pouvait plus offrir. Et ce besoin n'a jamais disparu chez l'être humain. C'est peut-être pour cela que cette histoire semble encore moderne, car aujourd'hui encore, des groupes se réunissent dans le secret. Des hommes cherchent des signes. Des personnes intelligentes croient vivre des expériences invisibles. Et malgré les siècles de science, une partie de nous continue de regarder l'obscurité avec la même question. Et s'il existait autre chose? Le plus fascinant, peut-être, est que les Illuminés d'Avignon apparaissent exactement au croisement de deux mondes. Le monde ancien et le monde moderne. D'un côté, les anges, les symboles, les révélations. De l'autre, la raison, la science, l'analyse critique. Et au centre, des hommes incapables d'abandonner totalement l'un ou l'autre. Peut-être est-ce pour cela que leur histoire reste si troublante. Parce qu'elle ressemble à une fracture intérieure toujours actuelle. Puis, il y a cette question, la plus dérangeante. Et si certaines expériences humaines étaient réelles, sans être forcément surnaturelles? Et si les membres du mont Tabor avaient touché quelque chose de profondément humain, mais impossible à mesurer? Une zone intérieure rare, fragile, intense, que leur époque a interprétée avec le langage des anges. Cette hypothèse ne détruit pas le mystère. Elle le rend peut-être encore plus étrange. Aujourd'hui, les archives sont dispersées. Les témoins ont disparu depuis longtemps. Les salles ont changé. Les voix se sont tues. Et pourtant, l'histoire refuse de mourir complètement. Parce qu'elle laisse derrière elle des questions trop ouvertes, trop humaines, trop profondes. Imagine une dernière fois le mont Tabor. La nuit, le château presque invisible dans l'obscurité. Le vent qui passe dans les arbres. Une fenêtre faiblement éclairée. À l'intérieur, des hommes assis en silence autour d'une table. Les bougies vacillent, l'encens monte lentement dans l'air. Puis quelqu'un ferme les yeux et affirme qu'une présence est entrée dans la pièce. À cet instant précis, que s'est-il réellement passé? Une illusion collective? Une expérience spirituelle sincère? Un phénomène psychologique encore mal compris? Ou quelque chose que l'histoire moderne refuse simplement de regarder? Les archives ne répondent pas. Le mont Tabor garde son silence. Et peut-être que c'est précisément ce silence qui continue de fasciner. Parce que, au fond, les Illuminés d'Avignon nous laissent face à une question que personne n'a jamais totalement résolue. Quand des hommes passent des années à chercher des anges, finissent-ils seulement par entendre leur propre voix? Ou arrivent-ils parfois à entendre autre chose? Et vous, si vous aviez été assis dans cette pièce, au milieu des bougies et du silence, auriez-vous cru à la présence des anges?